dans un de tes rôles de poétesse nationale que tu as décidé de marrainer cette slamerie. Est-ce que tu peux nous toucher un mot de comment c'est arrivé là? Et alors peut-être aussi nous toucher un mot des ateliers, parce que c'est vraiment des choses importantes que moi j'ai eu la chance de rencontrer, que je connais plein de femmes en fait qui sont passées par des ateliers que tu as animés et d'autres animés par des consoeurs. Et c'est vraiment riche de savoir que des personnes peuvent du coup, après arriver sur scène, dire ce qu'elles ont à dire. Oui, la question du marrainage, c'est un endroit pour moi qui est important. C'est-à-dire de pouvoir... alors c'est en lien avec la question de la transmission. Moi j'étais enseignante aussi, donc la question de la transmission, elle est très importante. C'est en lien avec cet endroit où on se remet à un endroit d'humilité, d'un peu rendre en fait. Ce que tu parlais de Rosa Gasquet. Moi, si cette personne n'avait pas été dans une salle, n'avait pas vu quelque chose sous le grand tremblement, n'avait pas entendu quelque chose, j'aurais jamais découvert le slam. Voilà, ma vie a changé grâce à elle. Et c'est vrai que 6 mois après, quand on a impulsé le slam, c'était un peu ça, c'était un peu rendre. Alors, il se fait que dans ce collectif, personne n'était artiste, personne n'a fait d'école d'art, mais on était toutes liées par la militance. Et les artistes qu'on invitait, comme Joya Kayaga par exemple, Camille Pierre, des gens qui étaient déjà sur la scène, n'étaient pas forcément féministes. Et donc du coup, ça a créé un beau frottement de personnes qui se déconstruisent et d'autres qui comprennent les exigences scéniques. Et donc voilà, ça a créé El Slam. C'était il y a 10 ans, on fêtera les 10 ans au mois de juin. La première, c'était à la Zone pour les 24 heures slam, invité par Simon Raquet. On doit le nom à Simon Raquet puisque nous, on avait dit El Slam en toutes lettres et lui a un peu pimpé le nom en disant L-Slam. Il a un peu dynamisé. Qui sont ces petits shérifs qui pullulent et polluent ta solitude nègre? Ils te disent, oui. Ils te disent, tous ces petits shérifs, ils te disent sans te dire que les corps blancs et les corps noirs ne devraient pas se mélanger, que les vieux corps et les jeunes corps ne devraient pas se mélanger, que les corps riches et les corps pauvres ne devraient pas se mélanger, que les corps qui marchent et les corps qui rentrent ne devraient pas se mélanger. Moins sur les ateliers, parce qu'en fait, comme moi je travaille avec un public très éloigné et dit précarisé et dit très éloigné de la littérature, on ne va pas mettre des photos d'ateliers avec toutes ces femmes. Il y a quand même un grand respect de l'intimité, enfin dans ces ateliers-là particulièrement. Et donc en réalité, par rapport à ce qui se montre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les scènes, ce sont les ateliers. Pour moi, l'endroit où ma pratique prend sens, ce sont les ateliers. Créer des espaces d'expression, accompagner les personnes, et ça c'est vraiment comme dans El Slam, accompagner les personnes à un endroit d'écriture. Il y a plusieurs personnes dans la salle ici qui ont été à cet endroit-là. Et la particularité d'El Slam, c'est que jusque-là, il y avait certes des ateliers d'écriture, il y avait certes du coaching scénique, mais d'avoir groupé les deux, l'écriture, le coaching, plus une grille de lecture féministe, c'est-à-dire de voir qu'il y a 10 ans, il y avait très peu de femmes sur les scènes slam, et de se dire, mais pourquoi en fait donc voilà, qu'il ne s'agissait pas de dire, et alors je parle sous ce que je vois de grands slameurs et de grands poètes sur ma gauche, qu'il ne s'agissait pas juste de dire ok c'est gratuit, ok c'est ouvert à tout le monde, pour voir tout d'un coup ces personnes arriver. Je pense que la force d'El Slam, ça a été d'interroger ça. Pourquoi, alors que les femmes massivement en atelier d'écriture sont là, présentes, elles n'arrivent pas jusqu'à la scène derrière le micro, et elles arrivent encore moins, en tout cas à cette époque-là, au championnat. Le championnat qui est un lieu où dans le jury, il y a des programmateurs, moi-même, j'étais à cet endroit, j'ai rencontré mon éditeur comme ça, qui était dans le jury. Donc je suis entrée dans les lettres grâce à un championnat de slam. Voilà, je m'égare dans... Mais pour vous dire que c'est vraiment l'endroit qui reste pour moi Enfin, la scène peut s'arrêter, on l'a vécu pendant le confinement, et par contre on a continué à animer des ateliers à distance, 2 types d'ateliers, des ateliers vraiment initiation. Moi je ne suis pas sur les masterclass, ma sœur est plus à cet endroit-là, et ce qui est beau dans El Slam, c'est que chacune en fait dans le noyau dur, donc vraiment le noyau dur, Mel Moya, Cindy van der Meulen, Joël Samby, Catherine Barzix, Julie Lombé et moi-même, donc les porteuses du projet, avec beaucoup d'enfants autour, parce que c'est ça aussi la particularité d'El Slam, c'est que pour les 4 personnes qui avaient lancé, il y avait 10 enfants autour de la table. Donc ça veut dire que ça induit des choses. Sur les pratiques artistiques, ça oblige à faire des choses, ça oblige à faire des choix, ça induit des choses en fait. On n'a jamais travaillé
C'était quand même une révolution aussi un peu secouante dans le milieu de la poésie. Toutes venaient soit de l'entrepreneuriat, soit du salariat. Et donc c'est vrai que dès le départ, mais grâce en fait à la Mitterrien, grâce à François qui est là, je ne sais pas si tu t'en souviens, je t'avais posé cette question: combien factures-tu un atelier d'écriture? Et j'ai posé la même question à Laurence Viel, que vous avez vu la fois passée ici. Et c'est ces deux grands poètes, poétesses qui m'ont répondu en toute transparence. Et en fait, dès le départ, on a facturé nos ateliers. Donc on n'a jamais eu une pratique, on a toujours eu une pratique poétique du micro ouvert, du pur loisir, du pur plaisir. Et toutes les animatrices sont toujours dans les micros ouverts. Et on a eu un pan artistique, donc développer la poésie orale, la poésie performée comme pratique artistique. Donc ça, et ça a été porté massivement par des femmes, ce qui explique aujourd'hui qu'il y a une espèce d'effervescence aussi. Beaucoup de femmes qui montent sur scène, beaucoup de femmes qui ont choisi le chemin artistique, en fait, qui est l'étape, qui peut être une étape avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire de la communication, qui n'est pas de l'ego trip, ça implique de la facturation, ça implique plein de choses qui ne sont pas la création, mais qui font que ça devient un métier. Et en sachant qu'on a des responsabilités à redire que c'est des parcours atypiques, ce qui nous a aidés, et qu'il faut pouvoir redire, c'est que tout le monde est ultra diplômé dans ce collectif. Ça joue quand même. On ne peut pas faire croire aux gens que sans diplôme, c'est plus simple. C'est plus simple avec des diplômes parce qu'on peut retomber sur ses pattes. On a des réseaux dans l'enseignement, on a des réseaux de toutes nos autres vies avant. C'est plus simple quand on collectivise, c'est plus simple quand on travaille dans le collectif avec des femmes qui sont issues de l'entrepreneuriat et qui, pour elles, ont démystifié la question de la com, etc. Alors que pour nous, c'était une violence que de se mettre, enfin de communiquer sur son travail. Donc voilà, je suis un peu décousue dans ma réponse, mais j'essaye de vous transmettre ce qui se joue là de très très particulier, qui est magnifique, à savoir une sororité artistique, de se déconcurrencer, d'avoir de la compersion, d'être vraiment en joie pour ce qui se passe pour les autres femmes et toutes les autres poétesses. J'utilise le grand féminin, pluriel, de pouvoir tous les jours, sans exception, recevoir un message d'une personne qui pratique la même profession que vous, qui vous encourage, qui vous dit, qui vous félicite spontanément, où vous pouvez déposer aussi quand ça va pas. Voilà. Et en même temps être dans sa pratique. Et donc ça, c'est une force énorme. Si à la question de comment ça tient la route, comment la carcasse ne s'effondre pas et ne revient pas sur les rives du burn-out, le fait d'être dans cette sororité, c'est vraiment un grand, grand soutien. Je danse, langue locque, piment de la première strophe, je danse. Ligne de sueur sous mon poumon politique, je danse. Bracelet de cheville en verre pilé, piétiner toute poésie qui ne saignerait pas assez, je danse. Je danse. Robe blanche, linceul de l'éveil, épaules recouvertes de pollen. Ma mère dit que ça ne se fait pas quand on a des voisins de faire sécher ses petites culottes dans le jardin. Et je la crois, je danse. Je danse. Invitation sans carton Bristol pour l'ado qui faisait tapisserie pendant les slows. Invitation à ne pas craindre la solitude. Je danse. Tu apprendras que beaucoup jouent à être ensemble le temps d'une salve ou d'une vie. Je danse. Privilège des deux jambes. Intérieur cuisse irritée. Me cogne les mollets à mon canapé bon marché. Éclat de rire de ma fille. Je danse. Rêve que mes parents ne se marchent plus sur les pieds pour leur dernier tour de piste. Je danse, et les pans qui bataillent en moi, et les plumes, et la frime, et la séduction facile, et le claquage du grand écart entre le jour et la nuit, je danse. Un petit frisson, hein. Ah, ça fait du bien, hein. Ah ben voilà, on est là pour ça.